paradoxe le plus évident sur cette question d'égalité et d'inégalité est que notre évolution s'est faite sur la question de la liberté et de l'égalité, mais que dès le départ, les inégalités ont pris le dessus. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut encore parler d'inégalités criantes dans ce pays. Vous savez, il y a eu quelques petites tentatives au cours de notre histoire, mais aujourd'hui où la démographie est tellement importante dans ce pays, vous savez, on est passé de 1 demi-million d'habitants il y a 200 ans à quoi, 10 millions, 11 millions. Et ça ne fait qu'élargir l'écart entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas dans ce pays. Donc inégalité de richesse, inégalité d'éducation, inégalité d'accès. Et je crois que c'est un mot-clé, hein, l'accès. Comment a-t-on accès à la santé, à l'éducation, même pas nécessairement en parlant des droits, mais comment a-t-on accès à ce qui constitue aujourd'hui les modalités d'une vie normale. Il faudrait peut-être des études un petit peu plus poussées, mais parce que quand on regarde la démographie justement, on se dit qu'on a l'impression que ça s'aggrave. Mais peut-être qu'il faudrait comparer entre le 19e, le début du 20e et aujourd'hui. Mais les gens ne veulent pas rester dans ce pays à cause de ça. J'ai été choisi par un groupe qui s'appelle le Independent Expert Group on LDCs, donc le groupe d'experts indépendants pour les pays les moins avancés. Donc on a réuni un certain nombre d'experts, entre guillemets, sur la question des pays les moins avancés. Pourquoi? Parce qu'au moment où on avait travaillé aux Nations Unies sur les objectifs du millénaire qui ont été faits pour les pays les moins avancés n'ont pas participé au débat. Donc ce groupe s'est dit, étant donné que l'échéance arrive et que les résultats ne sont pas très probants sur les objectifs du millénaire, il ne faut pas que ça se répète. Il ne faut pas que les pays les moins avancés ne participent pas au débat sur les ODD. Et c'est un peu l'objectif de ce groupe d'experts qui a été créé sous la houlette de l'IIED, donc l'Institut international d'études sur le développement. Donc voilà, est-ce que ça va porter maintenant? Je crois qu'il y a eu beaucoup de débats, on a participé à ces débats. Moi, j'ai été invité aux Nations Unies, j'ai été invité au Bénin, puisque Haïti est le seul pays de l'hémisphère ouest qui soit un pays classé parmi les pays les moins avancés. Donc, j'ai été invité au Bénin, on a eu beaucoup de discussions. Je crois que le Bénin a pris un leadership aussi dans cette catégorie des pays les moins avancés. Maintenant, reste à voir, pour revenir à votre question, vu le peu de résultats donnés par les objectifs du millénaire, les ODD pourront-ils effectivement changer la donne? Parce que le problème avec tout ce qui concerne les Nations Unies, c'est qu'on prend de belles résolutions, mais rien de contraignant vraiment. Donc, à nous de voir si les politiques se saisissent de ces questions et peuvent faire en sorte que ces objectifs, tout au moins qui ont un caractère un peu utopique quand même, peuvent être ramenés à la réalité et changer les choses. La question des inégalités se pose certainement vis-à-vis des populations marginalisées, historiquement marginalisées, la paysannerie haïtienne dans son ensemble, les classes populaires dans leur ensemble, mais elle est double en ce qui concerne la question du genre. Elle est double en ce qui concerne les droits et les droits des femmes et la condition même de la femme. Donc, c'est pour cela que quand vous voyez les objectifs du développement durable, il y a une large part qui est faite à la question de genre et à la question de l'égalité, de l'équité de genre.
Par contre, c'est un long combat ici, hein, et je pense que c'est le moment pour saluer ce que les organisations de femmes et les organisations féministes ont pu faire ici. C'est une question intéressante, la question des villes, parce que vous savez, l'Institut haïtien de statistique nous a dit que depuis 2008-2009, la population haïtienne a basculé dans l'urbain. Alors que nous sommes encore probablement le pays qui a la plus large population paysanne, mais en même temps, voilà qu'aujourd'hui, la majorité, je dirais, de nos compatriotes vivent dans les villes. En même temps, il y a des études qui ont été faites et qui prouvent et qui disent et qui démontrent que de ces populations, la plupart d'entre elles vivent dans des quartiers précaires. Port-au-Prince, par exemple, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'il y a à peu près dans la grande région métropolitaine, hein, donc qui comprend à peu près 8 communes, il y a plus de 310 bidonvilles, hein, donc quartiers précaires, et sur les 2,5 millions de gens qui vivent dans cette grande région métropolitaine, 1,8 million vivent dans des quartiers précaires. C'est vraiment la photographie même de l'inégalité. J'ai écrit un texte là-dessus, hein. C'est assez curieux. Toute notre vie, quand on lit l'histoire, quand on lit les grands textes, on se rend compte qu'il y a toujours eu une histoire ville-campagne, hein. Contradiction, ville-campagne, etc., jusque y compris dans les actes de naissance. En même temps, voilà un pays qui en 1987 fait une nouvelle constitution, mais on peut regarder toutes celles des précédentes, où le mot ville n'apparaît jamais. Regardez les constitutions. Tout le corpus géographique comprend le département, toutes les unités, c'est le département, l'arrondissement, la commune, la section communale. Même la capitale n'est pas absolue. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 constitutions où on a parlé de la capitale. Mais des villes, jamais. Donc c'est quand même un paradoxe intéressant. Et moi je pense qu'aujourd'hui, où la plupart des gens vivent dans des villes, il faut prendre ceci en compte et savoir que l'unité urbaine et le développement urbain et l'aménagement urbain aujourd'hui se posent en nécessité et qu'il va falloir trouver des modèles. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à Martissant, hein. Trouver des modèles, même dans les quartiers périphériques, dits précaires, de voir quelle forme d'aménagement urbain on peut faire avec les gens. Les pays en développement, d'abord, ne se connaissent pas beaucoup. Et la plupart d'entre eux sont en Afrique et en Asie. Nous, on est tout seuls dans l'Amérique. Et c'était un petit peu ça l'idée de la création de ce groupe indépendant, hein. C'était comment faire en sorte pour qu'on se rencontre et qu'on commence à poser ensemble les questions qui nous concernent. Sauf que faire œuvre collective et se positionner de manière à ce qu'on soit pris en compte de manière globale, on en est encore loin. Je crois qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire nationalement, régionalement et à l'échelle internationale pour qu'on puisse influer valablement sur ces questions d'échange. Mais en même temps, je dirais qu'il y a des expériences qui se font dans le domaine du commerce équitable qui sont intéressantes, hein, et qui viennent des PMA. Ici, dans le café, dans le cacao, peut-être un peu dans la mangue, un peu dans la banane, peut-être, je ne sais pas, il y a des perspectives de commerce équitable, c'est-à-dire faire en sorte que les acheteurs dans le monde européen, américain, là où il y a de l'argent, puissent acheter des produits venant de ces PMA, des pays en développement, à un coût qui permet aux producteurs d'avoir un retour beaucoup plus équitable que s'ils le vendaient simplement sur le marché, comme ça a été fait au cours des siècles derniers, donc avec tous les intermédiaires que l'on connaît. Donc il y a des pistes. Est-ce qu'on peut développer ces pistes à l'échelle internationale? Peut-être, mais il y a des décisions qui ne peuvent venir que des États.
Et on sait très bien que les États dans les pays les moins avancés souffrent aussi de déficits énormes, de corruption, et avec beaucoup de difficultés pour même poser ces problèmes d'inégalité. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Souveraineté nationale. Vous savez, c'est un mot qui a été extrêmement important et très cher à nos héros de l'indépendance. Aujourd'hui, on peut encore se poser des questions de ce qui nous reste de la souveraineté dans, dans l'état actuel des choses. MINUSTAH, qu'est-ce qui reste dans notre imaginaire sur cette question-là? Ce serait probablement des choses importantes à essayer de comprendre. Voire maintenant mener des combats intergouvernementaux ou interétatiques sur la question de la souveraineté. Vous savez, les échanges sont asymétriques et inégaux, déjà, et l'ont toujours été depuis la colonie. Moi, je crois qu'il faut être conscient surtout de ces phénomènes, ne pas croire que ça peut se réduire à des slogans et voir maintenant quels sont les rouages, les mécanismes qui peuvent être mis à la portée de chacun pour qu'on comprenne et qu'on sache qu'on ne s'en sortira que collectivement. Oui, c'est-à-dire il y a eu ce programme, il y a eu Istanbul par la suite, il y a eu le Bénin. Oui, il y a des propositions qui sont intéressantes, mais avons-nous la capacité de les mettre en œuvre?